C'est une première en Angola. Un membre de la famille de l'ex-président José Eduardo dos Santos comparé devant un tribunal. Il est poursuivi pour corruption. La Côte d'Ivoire frappée par un deuil. Le président du Conseil économique et social s'en est allé. Charles Kofi Dibi est décédé à l'âge de 62 ans. Et puis, Michelle Obama, en visite dans une école au Vietnam. L'ancienne première dame, toujours influente, est allée sensibiliser sur l'éducation des filles. 98 millions de Vietnamiennes ne vont pas à l'école. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. On ne pouvait pas se l'imaginer il y a encore quelques années. Et pourtant, ce lundi, le fils de l'ex-président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, comparaît devant un tribunal. Ce membre de la famille est poursuivi pour corruption. Les détails. José Filomeno dos Santos était lundi dans le box des accusés du tribunal suprême de la capitale angolaise avec ses 3 complices présumés. Parmi les 4 hommes figure l'ancien gouverneur de la Banque centrale du pays, Walter Felipe da Silva. Tous sont jugés pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. La justice leur reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse. On parle, d'après la justice, d'un détournement de 1,5 milliard de dollars. Nous présenterons notre défi, car nous sommes attentifs à nos arguments en faveur du contraire. Âgé de 41 ans, le fils de l'ancien président avait été placé en détention provisoire en septembre 2018 et remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars dernier jusqu'à son procès. Ex-cacique du régime de Santos, l'actuel dirigeant angolais Lourenço a surpris le pays en limogeant la plupart des proches de son prédécesseur de la tête des institutions, des entreprises publiques et de l'appareil sécuritaire du pays au nom de la lutte contre la corruption. Des personnalités de la République démocratique du Congo, toujours dans le viseur de l'Union européenne. Bruxelles a renouvelé ses sanctions contre une quinzaine de personnes. Le président Félix Tshisekedi a plaidé pour le cas de 2 proches de la coalition au pouvoir. Les États membres se sont mis d'accord sur 12 noms après des semaines de discussion. 12 qui sont dans leur grande majorité des militaires soupçonnés par l'Union européenne d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme. La levée des sanctions ne serait pas justifiée selon une source diplomatique européenne. Les enquêtes réclamées par le Conseil des affaires étrangères de l'UE n'ont pas été menées. En revanche, selon plusieurs sources, pour 2 autres personnalités, une levée des sanctions devrait être annoncée. Lambert Mende, porte-parole des derniers gouvernements Kabila, et Roger Kibeliza, ancien responsable de la sécurité intérieure de la très redoutable Agence nationale des renseignements. Motif avancé, ils avaient été sanctionnés pour avoir fait obstacle à une sortie de crise pacifique et consensuelle en vue de la tenue d'élections en RDC. Les élections ayant eu lieu, ce motif ne tiendrait plus. Pour un défenseur des droits de l'homme, cette levée partielle des sanctions est le résultat de pressions de certains États membres, notamment de la France et de la Belgique. Parmi les personnalités jusqu'ici sanctionnées, l'ancien ministre de la Communication Lambert Mende assure que quelle que soit l'issue du Conseil des affaires étrangères, il continuera à dénoncer les ingérences étrangères dans les affaires congolaises. Et la Côte d'Ivoire, qui est en deuil depuis samedi dernier, il a eu le décès du président du Conseil économique et social ivoirien. Il est une figure de la politique ivoirienne, plusieurs fois ministre. Charles Kofi Dibi est décédé, c'était samedi à l'âge de 62 ans à Abidjan. La Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Charles Kofi Dibi est une figure politique qui a notamment été ministre de l'économie et des finances des gouvernements d'union nationale issus des accords de paix de 2007 à 2012. C'était sous la présidence de Laurent Gbagbo et avec l'ancien chef rebelle Guillaume Soro comme Premier ministre. L'homme, en 2012, avait brièvement occupé ce poste sous la présidence d'Alassane Ouattara, qui l'avait ensuite placé aux affaires étrangères avant d'être nommé au Conseil économique et social.
Cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il avait aussi été ministre délégué de l'économie et des finances. Guillaume Soro a dit garder de lui l'excellent souvenir d'un homme d'État, doté entre autres d'une perception aiguë des enjeux et des défis du monde de la finance. Le Rwanda ne veut pas enregistrer de cas de personnes infectées par le virus Ebola sur son territoire. Le pays vient de lancer une campagne de vaccination qui s'étend sur 12 mois. 200 000 personnes recevront le vaccin dans les régions du nord et du sud du lac Kivu. Selon la ministre rwandaise de la Santé, Diane Gashumba, tous les pays situés dans les zones à risque se sont vus conseiller par le groupe stratégique consultatif d'experts de l'ONU d'utiliser le vaccin pour protéger ceux qui ont de fortes probabilités d'entrer en contact avec des gens vivant dans des zones où le virus Ebola est actif. Contrairement à ses voisins congolais et ougandais, le Rwanda n'a jamais connu la moindre victime du virus Ebola sur son sol. Mais l'apparition de l'épidémie à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu en République démocratique du Congo, où au moins 2 cas de la fièvre hémorragique avaient été enregistrés en juillet-août, avait suscité une forte inquiétude au Rwanda. Le pays avait temporairement fermé ses frontières avec la République démocratique du Congo avant de les réouvrir et d'y établir des contrôles sanitaires stricts. Et cette dame, toujours influente aux États-Unis, Michelle Obama et Julie Roberts, ont lundi procédé à la visite d'un lycée au Vietnam. Par cette démarche, l'ex-première dame des États-Unis et l'actrice oscarisée veulent promouvoir l'éducation des jeunes filles. Plus de 98 millions d'entre elles ne vont pas à l'école d'après les données de la Fondation Obama. L'ex-première dame américaine, depuis que son mari a quitté la Maison-Blanche, a fait de l'éducation des adolescentes son cheval de bataille à travers la Fondation Obama. En termes d'éducation, le Vietnam surpasse ses voisins avec un taux de scolarisation de près de 92%. Mais dans les zones rurales, la pauvreté conduit encore parfois les jeunes à quitter l'école prématurément. Lorsque vous éduquez une fille, vous lui donnez le pouvoir et la possibilité d'améliorer sa vie, celle de sa famille et celle de sa communauté. Je veux que vous restiez tout engagé et concentré. Ça va devenir difficile parfois. Ça l'est déjà pour certains d'entre vous, mais ça en vaut la peine. L'investissement que vous avez fait en vous-même en vaut la peine. Même si vos familles ne comprennent pas cela aujourd'hui, croyez-moi, elles le comprendront quand vous irez à l'université et démarrerez votre entreprise. Mon message à toutes les adolescentes est de croire en vous-même. Et si vous avez un rêve, de croire que vous pouvez le réaliser, de vous tenir droit, de posséder votre pouvoir et de travailler très dur. N'écoutez personne qui vous dit « vous ne pouvez pas le faire » parce que si vous croyez en vous-même, vous pouvez absolument le faire. Michelle Obama, grâce aux ventes de son livre, s'est engagée à verser $500 000 pour financer un des programmes de la Fondation Obama dédié à l'éducation des adolescentes. L'électricité représente un grand défi pour nombre de pays africains. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Précieux combustible, le charbon représente l'unique source d'énergie pour 80 à 90% des foyers faute d'électricité. On voit tout cela dans ces détails. De Goma à Kinshasa, la consommation du charbon multipliée par 70 à 80 millions d'habitants grignote la forêt du bassin du Congo, pourtant vitale pour la lutte contre le réchauffement climatique. Solange, quand elle fait ses courses, jamais n'oublie le combustible de prédilection, le charbon de bois. C'est ce qui lui permet de faire cuire les repas familiaux, faute d'électricité. Pour moi j'utilise les sacs de $30 par 2 mois, donc $15 par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à ce que moi je gagne, ce que je consomme.
Avec un hectare d'arbres dans la forêt, nous obtenons au moins 600 sacs de charbon. Avec un quart d'hectare, nous obtenons entre 120 et 150 sacs de charbon. Deuxième massif forestier tropical de la planète après l'Amazonie, il est tout aussi vital pour ses capacités d'absorption de CO2 permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Par manque d'électricité, la quête et l'économie du charbon rythment la vie quotidienne. Autour de la capitale, il n'y a plus d'arbres à l'est sur les plateaux Bateke ou au bord du fleuve, ni à l'ouest. Kinshasa consomme 5 millions de tonnes de bois par an qui proviendraient de l'exploitation d'environ 60 000 hectares de forêts naturelles périurbaines, d'après le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD. Pour sauvegarder la forêt, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a placé l'accès à l'électricité parmi les priorités de son mandat. L'armée algérienne est plus que jamais contrainte d'exercer le pouvoir au grand jour. En quête de se refaire une image, l'état-major a imposé une présidentielle du 12 décembre, jeudi prochain, pourtant massivement rejetée. Les analystes soupçonnent qu'elle retournera tirer les ficelles. L'armée algérienne s'est retrouvée en première ligne face à une contestation qu'elle a cru à tort pouvoir éteindre en somme en Bouteflika de démissionner, puis en incarcérant des symboles honnis de son régime. Dans les manifestations, le slogan « Armée et peuple sont frères » a été remplacé par « Les généraux à la poubelle ». Depuis l'indépendance en 1962, en effet, l'armée est un État dans l'État et la politique a toujours été une affaire de militaires, souligne un chercheur sur le Maghreb au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Mais satisfaire les revendications de la contestation n'est pas à l'ordre du jour des décideurs de l'armée. Preuve en est ce passage en force pour des présidentielles contestées par la majorité des Algériens selon la même source. En refusant toute concession au Irak, l'armée refuse de voir un processus de transition politique échapper à son contrôle, avec le risque d'une remise à plat d'un système en place depuis l'indépendance. Certains décèlent des fractures internes et des tensions très palpables qui expliquent l'urgence pour l'armée d'aller aux élections. Quant au président élu, il n'aura aucun pouvoir sur les grands dossiers. Il recevra des injonctions de l'état-major, parfois implicites, comme cela a toujours été le cas. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.